Bonjour les amis et bienvenue sur la saga des jeux, aujourd'hui avec Axel et on va de nouveau analyser une petite preview, alors que ça ne fait pas si longtemps qu'on en a déjà eu une avec Jessica Jones. Bah cette fois-ci on va voir son mari alias Luke Cage, qui comme super-héros s'appelle Luke Cage. En vrai c'est Power Man, vous allez le voir tout de suite. Bon, alors déjà première chose intéressante que l'on peut voir, date de release, donc date où ça va sortir en English, en août 2026, qui est donc la même date que Jessica Jones. Donc on sait déjà qu'on va de nouveau avoir droit aux paires de héros sortant ensemble, ce qui est vraiment bien en plus quand ils ont des cartes team-up, et qu'ils bah, justement fonctionnent bien ensemble comme on va peut-être le voir dans les cartes qui suivent. Alors on commence tout de suite. Euh, Tout d'abord, encore une fois, merci, hein, j'aime le faire à chaque vidéo, mais à All of Heroes pour nous réunir toutes ces cartes sans que je doive me casser la tête à le faire ailleurs. Comme ça, j'ai tout en une fois. Donc, Luke Cage, que dire de lui? Donc tout d'abord, il a 4 de rec. Il a le trait civil, il a comme pouvoir, enfin comme action, Unbreakable Skin, qui veut dire peau incassable. Probablement qu'ils vont traduire ça par impénétrable en français. Et qu'est-ce que ça nous dit? Que Luke Cage peut avoir n'importe quel nombre de cartes de statut tenaces sur lui, et que les attaques contre Luke Cage perdent évidemment perçant. Sinon ce serait pas drôle, parce que t'en as 10 sur lui, il se prend une attaque perçante, il en a plus. Ce serait nul. Il a une action sur sa face alter ego également. Donc ça c'est un pouvoir en fait, Unbreakable Skin, c'est pas une action, c'est un effet permanent, apparemment. Si on veut prendre les bons termes, c'est important, puisque c'est quelque chose qui s'exerce en permanence, tant que cette face-là est visible, et du coup on va voir qu'il l'a sur son autre face aussi. Action donc, cherchez dans votre deck ou votre pile de défausse après l'amélioration Burstein Process, hmm, voilà, la procédure Burstein, et rajoutez-la à votre main, limitée à une fois par phase. Après je vois mal comment on pourrait faire ça plusieurs fois, enfin pendant le tour du vilain, mais admettons, on ne sait jamais. Il y a peut-être des cartes qui permettent déjà de le faire, ça je n'ai pas analysé. Alors, il a comme point de vie 10, et comme taille de main 6. Donc héros relativement normal, humain, si ce n'est son 4 de rec qui est un tout petit peu au-dessus. Bon, déjà pour l'instant, on voit directement vers quoi va partir ce héros, vers l'utilisation de jetons tenaces, enfin de cartes de statut tenaces, le fait d'être presque immortel face aux attaques, vu qu'il va pouvoir amoindrir, voire diminuer l'entièreté des dégâts qu'il va prendre. Et on imagine très bien qu'évidemment il va pouvoir réutiliser ces jetons pour d'autres effets. Enfin, je vais souvent dire jetons, parce que moi j'ai déjà dans l'idée que je vais mettre un jeton avec un dé dessus, vu comment ça va pouvoir monter, que d'aller sortir toutes les cartes de statut de ma boîte pour les mettre au fur et à mesure sur lui. Donc je dirais très certainement encore jetons à la place de cartes de statut tenace euh, pendant cette vidéo. Alors la carte suivante, qui est la même carte mais sur sa face héros, qui s'appelle donc Luke Cage, qui a 2 de contre, 2 d'attaque, 1 de défense. Ce qui est marrant pour ce genre de personnage, on aurait pu croire que ça allait être un perso avec plein de défense. Eh bien en fait, non, il n'a pas beaucoup de défense, il a les statuts tenaces à la place. Alors, on voit qu'il a Unbreakable Skin, donc peau incassable, impénétrable, qui a exactement le même effet permanent qu'on a sur sa face alter ego. Et ici, il a une réponse forcée après qu'un statut tenace, qu'une carte de statut tenace est défaussée de Luke Cage, il prend un dégât qu'on ne peut prévenir. Autrement dit, ce dégât-là, vous êtes obligé de le prendre. En ignorant en plus les tenaces. Sinon, ce serait un peu débile parce qu'il se prendrait un tenace part, il se prend. Enfin bon, vous avez compris le principe. Alors la traduction de tout ça, très rapidement, c'est à chaque fois que vous prenez des dégâts, eh bien, c'est un tenace qui part et vous réduisez non pas à 0 les dégâts pris, mais à 1. C'est une façon d'un petit peu équilibrer. Ce qui explique qu'il a une défense assez basse, selon moi, lors de la conception, parce que s'il avait une défense haute de base, eh bien il stackerait des tenaces comme un porc, et en plus en se défendant il ne prendrait pas de dégâts ou moins souvent, et donc il ne les perdrait pas. Et à un moment donné, quand vous vous retrouveriez avec 100 statuts tenaces sur lui, bah c'est bon, vous n'avez plus jamais en alter ego, enfin soit. Donc ça rend quand même le personnage intéressant, et surtout,
Un petit 2 de contre comme ça de base sur un personnage qui pourtant ne donne pas l'impression que ça va être un contreur exceptionnel, hein. On imagine bien les 1-2-2 qu'on a déjà connus par avant. Bon voilà. Bah, ça fait quand même plaisir quand on joue en solo. Ça peut faire une grosse différence pour le plaisir. Carte suivante, sa carte de allié signature, Jessica Jones, qui coûte 3, qui a nativement 1 de contre, 2 d'attaque, avec à chaque fois un dégât consécutif, et une petite astérisque d'effet pour le contre qui dit que Jessica Jones gagne plus 1 de contre pour chaque carte de statut tenace sur notre identité, jusqu'à un maximum de plus 4. Donc potentiellement elle peut monter à 5 de contre, pour peu qu'on ait au moins 4 tenaces sur Cage. Alors, ce n'est pas sans nous rappeler, j'avais été quand même déjà chercher quelques petites cartes pour montrer. Voilà, oula, un peu grand ça. Jessica Jones, de la boîte de base, du corps 7, bah, c'est le même coup, ce sont les mêmes stats, c'est les mêmes points de vie, c'est les mêmes traits, et c'est même presque le même pouvoir, puisqu'elle gagne également plusieurs rencontres, mais cette fois-ci pour chaque manigance annexe en jeu, ce qui se réfère bien à ce que la justice doit faire. Donc on voit qu'on est vraiment sur une construction assez à l'identique de l'allié, mais évidemment plus dans le cadre de la mécanique de Luke Cage. Voilà, c'est assez sympa. Moi, j'aime bien quand on reprend comme ça des mêmes mécaniques, enfin constructions, et qu'on l'adapte en fait à la nouvelle mécanique du héros. J'avais aussi déjà ressorti ceci, hein, juste pour vous, voilà, ce petit rappel pour vous montrer. J'aime bien faire ça. Bon, on avait le Luke Cage avant. Bah, le Luke Cage, voilà, il n'était pas bon en contre, il avait une bonne attaque, maintenant c'est en défense, c'est normal. Et il jouait déjà évidemment sur les tenaces et sur la blinde de points de vie, donc on n'est pas trop éloigné de ce que le Corps 7 nous proposait comme allié. Ils ont assez bien transposé ça de nouveau, je trouve, vers le héros. À savoir que par contre, l'allié signature de Jessica Jones est encore plus proche, puisque là, c'est à chaque fois se donner un point de dégâts, pour rappel, pour pouvoir se donner un tenace. Donc on voit enfin, que c'est assez bien construit, que que ça tourne un peu autour de la même possibilité. Enfin, soit. M'avez compris. Alors, première carte d'événement qui nous est dévoilée, le Knuckle Sandwich. Le sandwich de coup de poing, en fait, hein, je sais plus comment ça s'appelle, cette partie du corps, là où il y a les phalanges, enfin ce qu'on voit là à l'écran ici. Youp. Ça, c'est ce qu'on appelle les knuckles. Et bah, on va se prendre les deux dans la tronche, donc c'est un sandwich de knuckles, super. Je trouve que le nom est assez bien trouvé pour le pouvoir, puisque effectivement, vous payez 1 pour le jouer, c'est une attaque, et action de héros attaque, infligez 3 dégâts à un ennemi. Ensuite, vous pouvez défausser une carte de statut tenace pour récupérer de Luke Cage, donc pour récupérer cet événement dans votre main, et donc évidemment le rejouer, d'où le sandwich, puisque vous allez pouvoir le faire 1, 2, 3, 4, 5, en fonction de si vous avez assez de ressources. Donc ça peut être assez sympa à jouer. Tiens, je sais pas si ça existe, mais une carte d'événement, une carte qui dirait que les événements coûtent 1 de moins à jouer pendant ce tour, euh, pour vous permettre de faire des... ça pourrait être assez méchant ici, parce que si vous avez stacké 10 jetons tenaces sur Luke Cage, bah, vous pourrez la jouer 10 fois gratuitement et donc faire 32 dégâts. Enfin, voilà, ça pourrait être assez sympa comme carte de finish. On regardera un petit peu ce qu'on peut faire avec ça après. Ah oui, à noter aussi que donc il y a une icône physique dessus, je vais quand même essayer de pas oublier de le dire à chaque fois, et que c'est la 4e carte sur son set de 15 et qu'elle porte le numéro 4 comme numéro d'impression. D'ailleurs, ici, qu'est-ce qu'elle avait? Bah, elle a une icône libre, comme d'habitude, la Jessica Jones, donc très classique avec les alliés signatures, pas systématique, mais très classique. Carte suivante, Stand with me, enfin, tenez-vous avec moi, levez-vous avec moi, soyez à mes côtés, bref, on verra comment ils vont traduire ça. Événement qui coûte 2, qui est un contre, qui a donc cette fois-ci une icône mentale, c'est logique. Action de héros contre, donner à Luke Cage une carte de statut tenace, donc déjà rien que ça, c'est fort, pour 2 en fait.
et retirer une menace d'une manigance pour chaque carte de statut tenace sur Luke Cage, de nouveau jusqu'à un maximum de 5. Donc pour 2, au grand minimum, on aura une carte de statut tenace supplémentaire et un contre de 1. Le contre de 1 dans ce cas-ci n'est pas génial, hein. Pour un coup de 2, pour une carte de contre, on aime bien avoir au minimum 3, je trouve. Euh, Maintenant, comme vous avez le tenace avec, franchement ça se vaut, ça se joue. Même si vous n'avez pas de jeton tenace sur Luke Cage, vous la jouez quand même. Il n'y a pas de raison, quoi. Et donc la numéro 5 qui porte le numéro d'impression 5, ce qui déjà nous laisse supposer une chose quand on regarde numéro 4, numéro d'impression 4, eh bien la Knuckle Sandwich, il n'y en aurait qu'une. Ce qui signifierait qu'en fait, malgré les faibles coups et les faibles dégâts de base qu'elle fait, en fait ce serait un peu sa carte finisher, réellement. Donc, je le disais à moitié pour rigoler, mais effectivement vous allez essayer de stocker un maximum de jetons tenaces, et puis quand vous avez cette carte-là en main, un maximum de jetons tenaces, vous faites le compte, est-ce qu'en les utilisant tous mes jetons tenaces, je viens à bout du vilain? Bah si oui, vous le faites, et donc c'est votre carte de finisher, c'est pour ça qu'il n'y en a qu'une. Carte suivante, Sweet Christmas, c'est sympa comme nom. Joyeux Noël. Ça doit être probablement un gros clin d'œil à quelque chose dans le background du personnage, dans son fluff, mais malheureusement cette BD-là ne me dit rien. Enfin, c'est pas celle-là, je ne l'ai pas, donc je ne sais pas d'où ça vient, mais je le trouve très drôle. Soit, elle a un coût de 5 mais avec une astérix, ce qui est excessivement cher, puisque si vous commencez avec votre main de héros, vous commencez avec 5 cartes en main, donc vous ne savez pas la jouer, à moins d'avoir une double ressource en main. C'est un événement, elle a le trait attaque, et la petite astérix dit que on réduit le coût pour jouer cette carte de 1 pour chaque carte de statut tenace sur Luke Cage. Donc rapide calcul, si vous avez 5 statuts tenaces, 5 tenaces sur Luke Cage, ben 5 moins 5, 0. Oh, qu'est-ce que je calcule bien? Eh bien, vous payeriez cette carte 0. C'est bien, mais que fait-elle? Action de héros, attaque, infligez 5 dégâts au vilain, et à chaque sbire engagé avec vous. Eh bien, ça me semble être une carte très intelligemment amenée. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que vous pourriez avoir besoin de l'utiliser même quand vous n'avez pas beaucoup de tenace sur vous. Donc une simple réduction du coût, mais un effet qui reste, c'est intéressant. Et surtout, ça va vous permettre de ne pas perdre trop de tenace par rapport à quoi? Par rapport au sbire, qui va être finalement le pire ennemi de Luke Cage, parce que stacker des tenaces pour les perdre après avec des sbires qui vous attaquent à 1, bah, sachant que quand vous perdez un tenace, vous perdez un point de vie que vous ne pouvez pas prévenir avec lui, je crois qu'il n'y a rien de plus horrible. Je pense qu'un des vilains qu'il va le moins aimer jouer au final, c'est celui du corset Ultron, parce qu'il va se retrouver avec une flopée de petits 1-1 qui normalement ne pose pas de problème, mais lui, ça va lui casser sa mécanique en fait. D'ailleurs, un peu à l'instar de, si on doit faire une comparaison, un petit peu à l'instar d'un Colossus, qui bah, avait aussi besoin de ses jetons tenaces et n'avait pas envie forcément de les perdre, hein. On voit que les deux personnages jouent sur... c'est pas vraiment la même mécanique, mais ils jouent sur le même moteur que sont les statuts tenaces. Et on voit qu'il était construit à l'inverse, du coup, lui c'était un de contre-attaque et deux de défense, pour d'autres raisons que je ne vais pas expliquer ici. Donc on voit qu'il y a ça. Maintenant, si on me demandait mon avis, j'ai sorti celle-ci aussi, Groot, parce que j'ai l'impression que dans les constructions de decks que l'on va faire, on va se rapprocher peut-être plus d'un Groot qui veut justement stocker ses jetons growth, je sais plus comment on appelait ça, éclosion, c'est pas ça, Euh, fluorescence, enfin bref, les jetons qu'il mettait sur lui et qu'il perdait en interruption forcée quand il prenait des dégâts, sachant que toutes ces cartes avaient des effets meilleurs en fonction du nombre de jetons qu'il avait, eh bien je trouve qu'on a une mécanique beaucoup plus proche finalement de celle du Cage, de Luke Cage qui vient de sortir ici, si ce n'est que là, ça prévenait un point de dégâts, alors que Luke Cage, c'est des tenaces qui ne laissent passer qu'un point de dégâts. C'est quand même une énorme différence, mais du coup, en contrepartie, ici, on lui permettait quand même de se défendre un peu mieux, pour justement sauvegarder mieux ses jetons et pouvoir bénéficier de ses effets. Voilà. Donc c'est un peu
Groot, c'est un peu une sorte de Luke Cage inversé, mais dans la même mécanique, alors que notre Colossus ici, eh bien, lui, il jouait sur le même moteur, mais c'est finalement pas du tout les mêmes constructions qu'on va voir avec ces deux personnages. Bon, là s'arrêtent les comparaisons pour l'instant, et j'en reviens aux cartes de la révélation, avec donc Sweet Christmas. Bon, je vous spoil déjà un petit peu par rapport à une carte. Ah, tiens, d'ailleurs, quelque chose que j'ai oublié de dire, je crois. Je sais pas si je l'avais lu, tiens. Bon, pour ma petite défense personnelle, hier j'ai passé des grades dans mon dojo en arts martiaux. Donc fatalement, comme j'ai fait ça, on l'a bien fêté après. Et quand je suis rentré à la maison et que j'ai vu la news, ben, j'avais légèrement la tête dans le cul, on va dire ça comme ça. Et disons que ma première lecture des cartes n'était pas terrible, j'ai à peu près rien compris de comment ça fonctionnait. Et ce matin au réveil, je me suis retrouvé avec une gueule de bois phénoménale. Donc voilà, vous excuserez les... D'ailleurs, si vous m'avez suivi jusqu'ici, vous savez que j'aime bien faire ça pour voir un petit peu à quel point vous me suivez loin dans la vidéo ou pas. Vous pouvez mettre gueule de bois ou bon rétablissement. Ou- vous mettez ce que vous voulez. Merci d'avance pour votre sollicitude. Donc, je ne sais pas si j'avais lu cette partie-ci, action. Ah bah si, je l'avais lu, je me rappelle maintenant, chercher dans votre deck, donc j'aurais dû du coup commencer par vous lire cette carte-ci, parce que cette carte-ci, est-ce qu'elle ne serait pas... Voilà, elle est ici. On va commencer par lire celle-là. Donc, amélioration qui coûte 2, qui a le trait condition, le Burstein Process, qui est une action d'alter ego, et qui dit incliner Burstein Process pour donner à Luke Cage une carte de statut tenace, voire deux, s'il n'en a pas. Sachant que vous allez commencer avec votre main de départ à 6, que vous avez comme pouvoir le fait d'aller chercher celle-ci. Commencez votre main de départ à 7. Vous allez payer 2 pour déposer cette carte-ci. En fait, il vous reste 4 cartes en main, et vous débutez votre tour en héros avec déjà 2 statuts tenaces. Ce qui, si j'en reviens à cette carte-ci, Sweet Christmas, eh bien en fait, cette carte-ci ne vous coûte déjà plus que 3. Donc elle est jouable dès le premier tour. En fait, si vous vous retrouvez avec un départ avec déjà 5 sbires engagés contre vous, je ne sais pas dans quel scénario c'est possible, mais voilà, vous pourriez immédiatement nettoyer la table et être... Enfin, pas nettoyer la table, mais nettoyer votre table à vous et être tranquille. Donc voilà, c'est comme quoi ça peut aller très vite. À noter aussi que la carte de Stand With Me, c'est vrai que j'aurais vraiment dû commencer par celui-là pour se donner bien dans l'idée qu'en fait on commence la partie avec 2 tenaces sur nous. Je pense que c'est le move que quasi tout le monde va faire d'entrée de jeu, ce serait un peu idiot de ne pas le faire. C'est un peu la mécanique de Luke Cage, vous ne le faites pas, je pense que vous n'avez pas compris le personnage. Et donc ici vous commencez en fait en pouvant jouer cette carte-ci sans problème, hein, à 2, puisque vous avez 4 cartes en main lors de votre premier tour de héros. Ce qui vous amènerait immédiatement à 3 en fait, tenaces sur votre personnage, vous permettant de contrer à 4 premier tour, et en inclinant Luke Cage, 2 de plus, donc en fait vous êtes déjà capable de vous débarrasser de quelque chose qui a 6 menaces sur lui au premier tour, si vous avez cette carte-là dans votre main de départ. Éventuellement, vous seriez capable déjà de faire d'entrée de jeu 9 de dégâts également. Si vous décidez que vous allez prendre la première attaque comme un homme sans jeton tenace, bon, évidemment, à chaque fois que vous perdez un jeton tenace, attention que vous perdez un point de vie aussi, hein, ça, faut pas l'oublier. Donc ça pourrait être dangereux de jouer à ça dès le premier tour, mais possiblement vous pourriez faire 9 de dégâts, plus les 2 d'attaque de Luke Cage, 11 de dégâts au premier tour, sans souci. Donc voilà, voilà. Alors, je retourne donc à l'analyse des cartes qui nous ont été dévoilées de son set. On nous a dévoilé aussi une amélioration qui s'appelle Metal Bracer, ou bracelet de métal, qui a le trait armure et objet. Luke Cage, donc évidemment, comme c'est une amélioration, c'est à jouer sur Luke Cage. Luke Cage gagne riposte 1. Ça nous fait évidemment bien plaisir, parce que c'est un personnage qui va probablement aimer quand même se défendre pas mal, et c'est de nouveau une petite arme supplémentaire pour se débarrasser des sbires, qui sont vraiment ceux qui vont lui poser problème dans sa mécanique. Alors, interruption de héros, quand n'importe quel montant de dégâts devrait être infligé à Luke
Cage, inclinez les Metal Bracers, donc les bracelets métalliques, et réduisez ce dégât de 1. Bon, je vous spoil déjà un petit peu, il y en aura 2. Donc potentiellement, de nouveau, ça permet quoi? Déjà d'avoir riposte 2. Donc déjà là on rigole bien, c'est un personnage qui fait plus de dégâts finalement en se faisant taper dessus qu'en tapant lui-même. Et comme la plupart du temps il va diminuer les dégâts avec ses tenaces non pas à 0 mais à 1, bah pour 1 que vous prenez, vous mettez 2 baffes. Voire plus si vous trouvez d'autres moyens de lui donner du riposte. Probablement sa meilleure façon, effectivement, de faire du dégât sans devoir attaquer. Et qui lui permet donc de se concentrer sur son 2 de contre. Enfin, c'est vraiment... De nouveau, il y a moyen de faire quelque chose avec ce personnage, je pense, surtout en solo. C'est là qu'on aime bien. Parce que tous les personnages sont jouables en multi d'une manière ou d'une autre, mais en solo, pas forcément. Et de nouveau, c'est un personnage qui va être assez adaptable. Et donc, le fait de pouvoir, quand on se voit allouer des dégâts, les prévenir par tranche de 1, bah, ça permet, si vous avez 2 sbires qui vous attaquent et qui ont une attaque de 1, eh bien vous allez pouvoir faire à chaque fois l'utilisation de un de ces bracelets contre un des sbires. Bon, c'est pas le cas de figure qui va arriver à chaque fois, mais c'est quand même toujours ça, et ça vous éviterait de perdre de tenace. Petite chose à noter aussi, c'est que le point de dégâts que l'on se prend qui n'est pas prévenable, bah, comme ça le dit bien, ce n'est pas prévenable, vous ne pouvez pas le prévenir, donc ces bracelets ne vous empêcheront pas de prendre les points de dégâts dus aux tenaces qui sont défaussées. On pourrait croire que ça combote et que ça enlève ce défaut-là, mais non, ça n'a rien à voir. C'est plus pour enlever le défaut des sbires qui cassent votre mécanique. Burstein Process, ou Burstein, hein, n'est-ce pas? Petit débat sympathique aussi, actuel, enfin souhaite. On l'a déjà faite, hein, donc c'est ce qui lui permet d'avoir les statuts tenaces quand tu passes en alter ego. Donc, chose intéressante, si vous devez absolument passer en alter ego, vous savez que vous allez avoir 2 jetons supplémentaires. Si vous passez en alter ego juste au moment où vous n'en avez plus, eh bien vous savez que vous allez avoir 3 jetons supplémentaires. Le tour où vous passez en alter ego, vous en prenez 2, le tour suivant, vous en prenez 1, et puis vous revenez vous battre. C'est quand même... Le fait de revenir en jeu avec 3 jetons tenaces, il n'y a rien à faire, c'est quand même assez monstrueux. Dernière carte qui a été révélée du set du héros, une amélioration qui s'appelle Powerman, qui coûte 1, qui a le trait titre, qui est en fait son vrai nom de super-héros. Réponse de héros, après qu'une carte de statut tenace a été défaussée de Luke Cage, inclinez Powerman et piochez une carte. Donc, contrairement à la même amélioration zut, je ne sais plus comment il s'appelle maintenant, je l'ai dit il y a 10 minutes, de Colossus, voilà, qui a une amélioration qui fonctionne un peu dans le même genre, mais à chaque fois que vous perdiez un tenace, vous pouviez piocher une carte, elle ne s'inclinait pas ici, elle s'incline donc, vraisemblablement vous aurez une carte de plus par tour. Maintenant, si vous avez beaucoup de cartes tenaces, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte que je suis en héros, je reste en héros, je perds un tenace à chaque tour, c'est pas grave, j'aurai quand même ma taille de main comme si j'étais en alter ego. Là, dans les jeux de cartes, la pioche, c'est la vie, c'est pas nouveau, donc une petite carte comme ça qui pour un va se rentabiliser assez vite, bah, probablement le tour même d'ailleurs, parce que si vous avez des cartes qui nécessitent de défausser des cartes d'effet tenace pour booster leurs effets, hein, comme les cartes précédemment vues, eh bien vous avez déjà votre pioche ici qui est assurée. Et on en revient à Luke Cage, donc on a bel et bien fait le tour. Alors, comme d'habitude, petit état des lieux des cartes qui nous ont été dévoilées avec leur numéro d'impression. On a donc la première carte de son set qui est son allié signature, qui est Jessica Jones, qui porte le numéro 2. Et puis la carte numéro d'impression 3, eh bien on ne sait déjà pas ce que c'est. Étant donné que la carte numéro 4 qui porte le numéro de son set, donc numéro d'impression 4, numéro du set 4, on sait qu'on a 2 fois la carte 3. Maintenant, qu'est-ce que ce serait? Est-ce que ce serait un événement? Il est clair que quand on a 2 fois la même, c'est quand même souvent a priori un événement, parce que 2 fois la même carte de soutien, ça me paraît douteuse, et 2 fois la même carte de manigance annexe de joueur, ça me paraît douteux aussi. Un autre allié en 2 fois, ça me paraît extrêmement douteux également. Donc pour moi, ce sera bel et bien une carte d'événement. Ou peut-être ressource. Ça pourrait être une carte de ressources en double,
C'est pas faux, c'est un truc genre... non, c'est pas faux du tout, c'est quelque chose qui... Voilà, deux ressources de force, ou une double force endurance par exemple, enfin énergie, et qui en même temps, quand elle est utilisée, lui donnerait un jeton tenace. Ça irait vraiment bien avec sa mécanique. Bon, on verra ça plus tard, elle n'a pas été dévoilée pour l'instant. Elle sera peut-être d'ailleurs dévoilée comme d'habitude dans les quelques jours qui viennent, puisqu'on nous a fait le coup avec les trois héros précédents de cette vague-ci, où à chaque fois on avait un reveal de deux nouvelles cartes par la suite, donc celle-là j'irai faire un petit commentaire dessus dans les commentaires de cette vidéo une fois que je l'aurai vue. Bon, donc le Knuckle Sandwich qui est unique, qui porte le numéro d'impression 4, numéro du set 4. Nous avons le Stand With Me qui est donc la 5-5. Puis nous avons la Sweet Christmas qui porte le numéro 6 d'impression, qui est le numéro 7 du 7. Ça fait beaucoup de fois le même mot dans les phrases, mais bon soit. D'ailleurs, le mais bon soit, je le dis vachement souvent aussi aujourd'hui, je me rends compte que les bitures, ça m'aide pas à causer correct. Donc Sweet Christmas, qui est en fait sa carte qui permet de se débarrasser on va dire sa carte de dégâts moyens faite au vilain, et de dégâts quand même moyens, mais assez forte, faite à votre table pour vous débarrasser du gros problème que sont les sbires. Combien en aura-t-on? C'est une bonne question. Est-ce qu'on en aura qu'une ou est-ce qu'on en aura deux? Sachant que la 8, c'est le Burstin Process, qui porte le numéro 10, et que donc il y a deux interrogations entre Sweet Christmas et Burstin Process, et qu'il nous manque la numéro d'impression 7. Donc aura-t-on la numéro 7 en x2, ou aura-t-on la Sweet Christmas en x2 et un événement en x1 ici, ou carrément une autre amélioration. Ou, enfin là, tout serait possible, du coup, ça pourrait être effectivement une manigance annexe de joueur, ça pourrait être sa seule et unique carte de soutien, parce qu'il n'y en a pas qui ont été dévoilées, donc pourquoi pas. De nouveau, nous découvrirons ça plus tard. Donc, après le Bursting Process qui est unique, on sait que fatalement on doit avoir quelque chose d'autre qui portera le numéro d'impression 9. Et comme on n'a plus que des améliorations après jusqu'à Powerman qui est la 15 et qu'il les met tout le temps ensemble, a priori on n'a plus que ça pour finir son set de 15 cartes. Sachant qu'on a le Metal Bracer ici en numéro, qui porte le numéro d'impression 10, vraisemblablement on aura deux fois le 9. Alors qu'est-ce que ce sera? C'est une bonne question. Là j'en ai vraiment aucune idée, on verra bien. Par contre, donc, la 13e carte c'est Metal Bracer qui porte le numéro de. Donc c'est bracelet métallique qui porte le numéro d'impression 10. Et on voit que la carte numéro 15 porte le numéro d'impression 11, c'est son titre de super-héros Powerman. Donc on sait déjà qu'on a deux fois les bracelets en métal. Voilà, voilà. Toutes les petites déductions qu'on peut faire grâce au numéro d'impression. Alors, je retourne à Pouf, aux cartes qui ont été dévoilées. Et je vais immédiatement donc aux cartes d'aspect qui ont été dévoilées. Donc on voit qu'il vient avec l'aspect commandement, et la première carte que voici, qui est une carte de soutien qui coûte 2, qui s'appelle défense, formation de défense, qui a le trait tactique, euh, qui a le, comment on appelle ça, le mot-clé utilisation avec 3 compteurs blocage dessus. Et l'action, c'est incliner cette carte et retirer un compteur bloc de cette carte donnée à un allié Defender, une carte de statut tenace. Alors ça, quand on va jouer évidemment avec Defender, bah, c'est super fort, hein. Franchement, ça vous assure des belles défenses. Et je crois comprendre pourquoi ils l'ont mis ici, parce qu'en fait, vous avez envie de stacker un certain nombre de compteurs tenaces sur Luke Cage pour qu'il soit efficace, pour que tout coûte moins cher, pour que les effets soient plus importants, pour qu'il puisse faire sa carte de finisher plein de fois d'affilée à la fin. Donc vous avez besoin de beaucoup de compteurs tenaces, donc vous n'avez pas spécialement envie d'essuyer les attaques de lui-même au départ, en tout cas pendant quelques tours, le temps de monter ce nombre de stacks. Euh, du coup, vous êtes content que vos alliés puissent défendre pour vous, et donc une carte comme celle-ci qui permet à vos alliés de ne pas mourir en ayant eux les cartes de statut tenace, le temps que vous renforciez la dureté de votre peau avant de pouvoir faire le travail de défense. En gros, c'est ça, vous allez effectuer systématiquement un travail de défense avec lui, mais probablement pas depuis le début,
en fonction de votre construction de deck, hein, c'est possible depuis le début, évidemment avec autant de compteurs tenaces qui arrivent aussi facilement. Mais si vous voulez jouer vraiment sa mécanique, a priori vous allez devoir attendre 2 voire 3 tours pour avoir réussi à bien monter son niveau de compteur tenace avant d'en utiliser un à 2 par tour, et d'en regagner un à 2 par tour, évidemment. Euh, donc là, c'est lors de ce début de tempo que vous allez être content d'avoir ce genre de carte aussi. Carte suivante, eh bien évidemment, il faut bien donner ce compteur tenace à quelqu'un, et donc on va le donner à un defender comme cette carte-ci, qui est Iron Fist, alias Danny Rent, qui est un allié qui coûte 3, qui a 1 de contre, 2 d'attaque pour une icône consécutive, de dégâts consécutifs à chaque fois, 3 points de vie, il est très Defender Martial Artist, donc artiste martial, et qui a une interruption. Donc que vous soyez en héros ou en alter ego, quand Iron Fist défend contre une attaque ennemie, c'est là que c'est intéressant que l'interruption ne soit pas de héros, parce que si vous défendez avec lui pour un de vos potes sur la table, ça se déclenche également. Donc, quand il défend contre l'attaque d'un ennemi, prévenez les dégâts de cette attaque égale à l'attaque d'Iron Fist. Donc si vous pouvez booster l'attaque d'Iron Fist, ça vous permet de bloquer éventuellement déjà de bonnes attaques du vilain, mais surtout, une fois de plus, eh bien, il va vous permettre de diminuer l'impact qu'auraient les sbires sur votre mécanique, parce que pour rappel, même une attaque à 1, eh bien, vous perdez un de vos tenaces, et vous prenez quand même l'attaque à 1, enfin, vous prenez quand même un dégât parce que vous avez perdu le tenace. Donc tant qu'à faire, autant essayer d'éviter qu'il y ait des sbires en jeu qui vous embêtent. Et lui, il est parfait pour ça, quelque part, si vous arrivez à booster un peu son attaque. Autre personnage qui arrive avec du tenace, Misty Knight, que l'on peut voir dans la série justement avec, si je ne dis pas de bêtises, Danny Rent, alias Iron Fist, où à un moment donné, contre la main, elle perd la main, et où elle se voit remplacer justement donc sa main, son bras, par un bras bionique. Dans la saison 2, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'est la seule fois où on l'a vu. Alors, cet allié a donc un coup de 3 pour 1 de contre, 1 d'attaque, les deux avec un dégât consécutif et une icône Astérix. Elle arrive avec seulement, entre guillemets, 2 points de vie, et elle est très Defender et Martial Artist. Maintenant, elle arrive aussi avec un Tenace, et Misty Knight gagne plus de d'attaque et plus de contre, tant qu'elle a un compteur de statut Tenace. Donc, en quelque sorte, c'est une 3-3 pour sa première activation, et puis une 1-1 pour sa dernière activation, qui va probablement plus servir pour bloquer du coup. Maintenant, vous pouvez l'utiliser pour bloquer 2 fois, si vous avez envie, si c'est au début de la partie pour vous mettre en place, avec Luke Cage, pour vous permettre donc de prendre les jetons tenaces sur Luke Cage plus facilement, dans ce tempo. Mais si vous arrivez en fin de game, elle est intéressante aussi, parce que pour 3, vous avez quand même une attaque ou un contre à 3 plus une défense. Donc ça reste tout à fait jouable. Si vous lui redonnez des compteurs tenaces à chaque fois, en fait elle ne perd pas de points de vie et elle attaque à chaque fois à 3 ou 4. Ce qui combote donc relativement bien avec ce genre de carte-ci. Voilà, mais du coup ça ne vous défend pas du tout. Mais en late game, avec un personnage comme Luke Cage qui se défend très bien tout seul puisqu'il a plein de compteurs tenaces sur lui-même, mais là, du coup, ça devient intéressant d'avoir un personnage comme Misty Knight qui va attaquer au contraire à 3 à chaque tour. Ce qui est bien aussi avec la mécanique de Luke Cage, faut pas l'oublier, c'est que son 2 d'attaque, son 2 de contre sont utilisables quasi à chaque tour. Vous n'allez pas forcément défendre que vous avez des tenaces. Sauf si vous vous défendez contre une attaque de 1 d'un sbire, parce que là, justement, autant le faire, ça ne sert à rien de ne pas le faire. Mais dans tous les autres cas, vous allez préférer ne pas vous incliner. Carte suivante, qui est de nouveau une carte de soutien, Righteous Purpose. Alors je comprends le principe. Purpose, c'est un but, un idéal, right ous, c'est la droiture, quoi. Donc un idéal de droiture, je ne sais pas s'ils vont le traduire comme ça, qui est donc un soutien. Alors, ah, ça a le trait Maxime, c'est marrant ça, c'est la première fois, je crois. Ok, donc oui, pourquoi pas. À jouer sous le contrôle de n'importe quel joueur, maximum 1 par joueur. Chaque personnage que vous contrôlez qui a exactement un point de vie restant gagne plus 2 de contre et plus 2 d'attaque.
Ouais, ça, de nouveau, avec Misty Knight, c'est sympa, hein, puisque, voilà, première attaque, c'est une 3-3 parce qu'elle a son tenace. Deuxième attaque, en fait, c'est une 1-1 parce qu'il lui reste encore 2 points de vie. Et troisième attaque, elle repasse à 3-3 juste parce qu'il lui reste un point de vie avec cette carte-ci. En fait, c'est sympa pour l'utilisation de... Quand on aime bien utiliser nos alliés, pas pour défendre, mais pour faire autre chose, et comme Luke Cage peut d'ailleurs très bien défendre tout seul, pourquoi défendre avec nos alliés comme faire du trash block? Euh, Pourquoi? Alors que justement vous pourrez les utiliser et que grâce à cette carte-ci, vous augmentez leur dernière utilisation possible. C'est quand même, pour rappel, il y a une carte qui permettait de donner plus 3 d'attaque à votre sbire. C'est un événement qui coûtait 0, mais après vous deviez défausser votre sbire. Et ici, vous savez qu'il n'y a plus qu'une seule utilisation, vous allez donc devoir le défausser après à cause du dégât consécutif, vous lui donnez quand même un +2. Et c'est un soutien qui reste, qui ne part pas. Enfin, sauf si un effet de carte vous demande de le défausser, mais ça c'est autre chose. Mais je veux dire, c'est pas avec des utilisations, il reste en jeu, et il faut même pas l'incliner pour un seul allié, c'est pour tous vos personnages, donc même votre héros, finalement, s'il n'a plus qu'un point de vie et que vous êtes sur la course finale au vilain, ça vous donne un petit bonus de +2, comme ça, alors que vous êtes à bout de souffle pour finir. Moi je la trouve très sympa. Est-ce qu'elle rentre dans plein de decks? Je ne sais pas. Mais dans tous les decks où le héros est capable de se défendre tout seul et où il a des alliés, et où donc vous allez vouloir utiliser les alliés jusqu'à leur dernier point de vie avec les dégâts consécutifs, là franchement ça rentre bien dedans, et ça va être le cas de Luke Cage. Carte suivante, Take a Stand. Euh, marquer le tir, marquer le pas, faire un pas, prendre position aussi. Je sais pas très bien comment ils vont traduire ça de nouveau, mais en gros c'est se tenir là debout, quoi. Carte d'événement, enfin c'est de nouveau une expression, donc ça il faut connaître, et je la connais pas très bien, celle-là je la ressens bien, mais je la connais pas bien. Carte d'événement qui coûte 1, qui a le trait tactique, bonjour Cyclope, hein, j'ai envie de dire, comme toujours à chaque fois qu'on voit quelque chose avec tactique. Réponse de héros, après que votre héros a défendu, donc peut-être pas bonjour Cyclope finalement. Chacun des alliés que vous contrôlez gagne plus 1 de contre et plus 1 d'attaque jusqu'à la fin de cette phase. Franchement, pourquoi pas? C'est marrant comme événement. Avec toutes les cartes qu'on a précédemment, vous allez d'abord prendre une attaque, vous perdez un tenace, enfin voilà, puis il y a un sbire. Ah bah lui par contre je vais me défendre contre lui, ce serait bête de ne pas le faire. Je me défends, ok. Je paye cet événement et tous mes alliés ont +1. Avec l'effet de la carte ici, pouf, en fait ils ont +3. Avec son effet natif, boum, elle est à +5. Bon, vous avez compris le principe. C'est assez drôle quand même comme principe. Moi, je ne sais pas si ce sera hyper efficace dans ce deck-ci. Ça, c'est à voir. Ça pourra peut-être même être un peu frustrant parce que vous aurez envie vraiment de jouer d'une certaine façon, qui est la façon de Luke Cage, et puis les booster eux au maximum avec cet effet-là, c'est plus du late game. Mais est-ce que vous arriverez à ce late game-là que vous n'aurez pas gagné ou perdu avant? Ça, ce sera à tester. Donc, première carte neutre, basique plutôt, qui est dévoilée, la dynamique duo, traduit, attention, par le duo dynamique. Donc, carte d'événement qui coûte 2, qui a une action, qui est donc jouable aussi bien en héros que alter ego, c'est quand même intéressant de s'en rendre compte. Qui dit que vous cherchez dans votre deck ou votre pile de défauts après une carte de team up et un allié portant le nom, un des noms indiqués sur la carte de team up, et vous les rajoutez à votre main. Donc potentiellement vous payez 2, plus vous défaussez cette carte-là pour aller prendre les 2 autres cartes. C'est comme si, quelque part, vous pouvez traduire ça par défausser cette carte-ci et remplacer 2 cartes de votre main par les cartes, une carte de team-up et une carte d'allié team-up repris sur cette carte. C'est un peu ça, hein. Donc dans votre main, réellement, vous aurez perdu une ER, une ressource réelle. Euh, mais bon, à côté de ça, vous aurez une combo possible, puisque du coup, vous avez, après, est-ce jouable? Pouvez-vous jouer dans le même tour la carte de team-up et la carte d'allié pour que ce soit vraiment intéressant? Ça, c'est la question, et ça dépendra de votre économie au moment où vous jouez cette carte-là.
Alors, justement, en parlant de team-up, nous avons la team-up révélée avec Iron Fist. On sait qu'Iron Fist va arriver également dans ce cycle comme héros. Et on a vu qu'on l'avait déjà ici comme allié, et on sait qu'on avait déjà un premier allié en protection également. Je crois que je l'ai mis dans les cartes que j'ai été rechercher au-dessus pour les différentes possibilités auxquelles j'avais pensé par après, donc vous aurez l'occasion de la revoir. Donc carte d'événement qui coûte 0, qui a le trait attaque, team up, Iron Fist et Luke Cage, maximum une par deck, ça c'est comme d'habitude avec les cartes de team up. Action de héros, attaque, c'est une attaque, infliger 2 dégâts à un ennemi et donner une carte de statut tenace à un personnage, pas forcément à Luke Cage. Comme ça m'a l'air très sympathique, hein. Une carte de statut tenace plus de dégâts pour 0, mangez-en tous les jours, que vous soyez, on ne sait pas encore quelle est la mécanique d'Iron Fist. Moi je penche pour justement une mécanique d'attaque qui va pouvoir être boostée un peu à la manière de ce qu'on a eu avec Gambit. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit des attaques chargées, probablement avec des jetons chi qu'elle va devoir... Bon, là je vais trop loin, là vous avez compris le principe. Donc en tout cas déjà pour notre Luke Cage, c'est vachement bon. Alors la question maintenant qu'on peut se poser, du coup, tiens, le dynamique duo, est-ce que c'est vraiment intéressant et jouable? Admettons que j'ai ma main d'alter ego, je paye 2, je remplace par les 2 autres cartes, donc c'est comme si j'avais en fait que 5 cartes en main, mais parmi ces 5 cartes, j'ai Iron Fist et la carte de Team Up. Donc on voit que la carte de Team Up coûte 0, je pourrais la jouer, il me reste plus que 4 cartes en main, la carte de Iron Fist coûte 3, je pourrais la jouer et la défausser, donc les 3 cartes restant dans ma main pour la jouer. Donc, potentiellement au premier tour, je peux avoir Iron Fist qui est en jeu et jouer la carte de Team Up. Ce qui signifie que je peux faire 2 de dégâts, ce qui voilà très bien, et je commence quand même avec un tenace sur soit Iron Fist, soit sur Luke Cage. Potentiellement, plutôt que d'aller rechercher, évidemment il ne sera pas ici, plutôt que d'aller rechercher le Burst-in Process et débuter avec 2 tenaces, je pourrais avoir les 2 cartes précédemment indiquées, donc Iron Fist, poum, déjà présent sur la table, donc potentiellement 2 de dégâts par l'effet de la carte, plus potentiellement 2 de dégâts par son attaque. Donc ça fait quand même déjà un petit 4 de dégâts au lieu de juste avoir 2 tenaces, et quand même encore un tenace. Vous remplacez un tenace par 4 de dégâts, et déjà des défenses potentielles possibles avec l'Iron Fist. C'est à se demander si c'est pas un meilleur début. La seule différence, c'est que quand vous passerez en alter ego, là, vous n'aurez pas le burst-in process, vous devrez aller la chercher et la jouer à ce moment-là. Et pas trop traîner pour le faire quand même. Donc voilà. Mais c'est pas un mauvais début non plus à envisager, je trouve, avec Luke Cage, quand vous avez ces cartes-là dans votre main. Donc dynamique duo, et que vous jouez avec la carte Team Up et... Pom, 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 je dirais 1000 fois, et Iron Fist. Alors, donc celle-là on l'a déjà vue. Celle-là on l'avait déjà vue avec Jessica Jones, puisque c'est leur carte évidemment de Team Up. Donc on peut quand même repasser 2 secondes dessus pour voir si vraiment on estime que c'est efficace ou pas. Eh bien retirer 3 de menaces d'une manigance pour 1, ça reste très fort, et il suffit d'avoir Jessica Jones en jeu, sachant que Jessica Jones elle-même pourrait vraisemblablement très vite contrer très fort, donc c'est quand même intéressant. Et puis ça soigne 3 points de vie parmi Luke et Jessica Jones, ce qui permet de sauver votre allié, et aussi puisque vous prenez quand même régulièrement des petits points de dégâts de 1, remonter de temps en temps de 1, 2 ou 3, ça peut quand même faire du bien. Euh, Ça peut faire du bien. Maintenant, vous savez que vous n'aurez jamais vraiment de surprise non plus avec vos tenaces, sachant que Luke Cage, justement, il casse les persans avant que les personnes cassent ses tenaces. Donc, normalement, il y a vraiment moyen de bien gérer en sachant, voilà, si je bloque 1 ou 2 fois à ce tour-ci, ça va, je serai pas mort. Au-delà, vu que je suis plus qu'à 2 points de vie, là oui, je vais perdre 3 points de vie, je serai mort, mais voilà, vous pouvez beaucoup mieux envisager ça que de vous dire, ah zut,
Là, il a justement une carte qui lui donne perçant, bah, c'est un game over, j'avais pas prévu, quoi. Et on a fini le tour de toutes les cartes qui ont été dévoilées. Sauf évidemment les deux habituels qui seront dévoilés plus tard. Donc, on va refaire brièvement un tour des choses que j'avais mises de côté. Donc Jessica Jones, Luke Cage, Groot et Colossus pour comparer, ça j'avais déjà fait. Euh, Ah oui, évidemment. Alors tout d'abord dans l'utilisation des compteurs tenaces, sachant que nous avons cette carte-ci, Knuckle Sandwich. Ça m'embête que ce ne soit pas à la bonne taille à chaque fois. Ici, potentiellement, pour un et des compteurs de défausse, des compteurs de tenace que vous avez défaussés, je vais y arriver, vous pouvez faire plusieurs fois des instances de 3 de dégâts. Donc, toutes les cartes qui permettent d'augmenter les dégâts d'instance sont pas mauvaises, certes, mais vous ne augmenterez qu'une instance, parce que vous la reprenez dans votre main, vous la rejouez, ce n'est plus, entre guillemets, la même carte. Par contre, des cartes qui vont booster, toutes les fois où vous allez faire des dégâts à ce tour, comme c'est le cas de Cyclope, alors lui, là, ici, c'est bingo. Il faut qu'il soit sur table, que quelqu'un l'ait joué, il coûte quand même 3. Donc si vous voulez jouer l'autre plusieurs fois, il faut quand même un plan, certes, mais par contre, au lieu de faire 3 de dégâts à chaque fois que vous la rejouez, vous allez faire 4 de dégâts. Vous avez deux compteurs tenaces sur vous, vous avez encore les ressources pour les jouer. Vous la payez une fois, vous faites 4 de dégâts, vous défaussez un tenace, vous la reprenez en main, vous la rejouez, vous êtes déjà à 8 de dégâts. Vous enlevez encore un tenace, donc vous avez 2 tenaces de perdu jusqu'ici et 2 points de vie perdus. Vous reprenez la carte dans votre main, Knuckle Sandwich, vous la rejouez encore une fois, et vous êtes à 12. Plus les 2 d'attaque de Luke Cage, bah, et les 2 d'attaque de Cyclope, qui ne seront pas donc pas de 2 mais de 3 chacune. Bah, potentiellement, même les plus gros et les plus embêtants des vilains, normalement vous en avez fait le tour, du coup avec 3 fois la carte jouée, avec une abondance de 3. C'est giga fort. D'autant plus qu'une fois que vous avez retourné le vilain, bah, c'est éventuellement encore, vous pouvez continuer. Donc si vous avez réussi à faire en sorte que vous ayez beaucoup de ressources, beaucoup de générateurs de ressources différents, et que vous avez beaucoup stacké de compteurs de tenace, au moment où vous jouez Cyclope, euh, ça, ça améliore très fort la quantité de fois que vous allez pouvoir le jouer. Autre carte qui est absolument géniale avec cet effet-là, c'est cette carte-ci, Keep Up the Pressure. When defeated, une fois vaincu, chaque joueur peut rechercher dans sa pile de défauts après un événement d'attaque, dans son deck ou sa pile de défauts après un événement d'attaque, le rajoute à sa main, remélange son deck, jusqu'à la fin de la phase, chaque événement d'attaque inflige un dégât additionnel. Même principe que Cyclope, sauf qu'elle vous coûte 0, et que vous la déclenchez au moment opportun. En plus, elle ne vient qu'avec 2. Vous jouez en solo. Celle-là, d'office, vous la rajoutez parce que elle va être là, elle va être prête. Et le moment adéquat, vous compterez de 2 dessus. Donc là, c'est l'utilisation évidemment de votre. Peut-être d'un autre allié qui va retirer les 2 dessus, c'est pas grave. Vous allez rechercher d'office, parce que oui, c'est un événement d'attaque. Celle-ci, c'est bel et bien un événement d'attaque. Vous allez la rechercher. Et ben là, vous allez pouvoir la jouer autant de fois que vous avez de cartes dans votre main. Donc si vous avez commencé en héros, vous allez pouvoir la jouer 5 fois, en faisant à chaque fois 4 de dégâts. 5 x 4, 20. Tout ça pour quelques jetons tenaces. Enfin, c'est monstrueux. Ça devient vraiment un très bon finisher. Alors, ce n'est pas tout dans les cartes que j'ai été mettre de côté. Parce qu'ici, en fait, les cartes que j'ai mises de côté ici, c'est comment utiliser vos jetons de tenace comme des ressources, plus que pour vous protéger, parce qu'une fois que vous en aurez stacké au minimum 4-5, tous les excédentaires, là, ça sert à rien de les garder. Donc là, autant les utiliser avec des effets intéressants, comme ici. Carte d'événement qui coûte 1, Taunt, dont j'ai oublié la traduction en français, mais c'est demander à votre adversaire gentiment de vous attaquer après vous être moqué de lui, bah, ça va être moquerie du coup. Qui a le trait tactique, action de héros, le vilain vous attaque. Les autres personnages ne peuvent pas défendre contre cette attaque, piocher 3 cartes. Mais vous en foutez, vous allez utiliser un tenace que vous avez de toute façon en trop, et payer 1, donc on fait 2 cartes qui partent de votre main pour en piocher 3.
et ça fait tourner votre deck aussi pour aller rechercher la carte dont vous avez besoin. Très très bien plus facile à utiliser avec Cage qu'avec beaucoup d'autres personnages actuellement. Dans la même idée, on a Bait and Switch, APA et je sais plus quoi. Les traductions en français, malheureusement, comme je les utilise pas souvent. Mais donc, c'est fait de servir d'appât. Coup qui coûte, carte de protection, donc qui est un événement qui coûte 1, qui était du contre, qui a comme action de héros que le vilain de nouveau vous attaque, donc même principe, retirer 4 menaces de la manigance principale. Voilà comment contrer beaucoup pour pas cher. En a-t-il vraiment besoin? Je ne sais pas, mais bon, why not? Et enfin, tous derrière moi, Get Behind Me, événement qui coûte 1, qui vient du corps 7, qu'on n'utilise pas très souvent. En tout cas, moi, je l'utilise plus très souvent, qui a une interruption de héros quand une carte de traîtrise est révélée pendant la phase de rencontre. Annulez ses effets une fois révélés et le vilain vous attaque à la place. Ben, souvent, on préférera ça. Surtout quand on a des jetons tenaces en trop et que la traduction c'est payer 1, annuler les effets d'une carte de rencontre, le effet une fois révélé de la carte de rencontre et perdre un point de vie. Bah là tout de suite, surtout que vous êtes en protection, donc si vous avez plein d'effets qui quand vous faites attaquer font quelque chose, comme par exemple déjà rien que ces bracelets métalliques qui donnent riposte, voilà tout de suite vous avez envie de vous faire attaquer un maximum et vous contrez des effets. Là, cette carte-là, avec lui, devient très intéressante, tout simplement. Voilà, donc ça c'était pour les utilisations des jetons tenaces. Autre utilisation possible des jetons tenaces, vous êtes tout simplement le défenseur, même en solo, et vous allez utiliser vos alliés du coup pour faire le taf, alors que lui va se contenter de défendre. Ce qui vous permet de construire quoi? De nouveau un archétype Voltron. Donc, quelques alliés qui ne meurent pas, qui ne prennent pas de dégâts et qui sont boostés à balles de guerre. Bon là j'ai pas tout ressorti parce que c'est une mécanique qui est quasi aussi vieille que le jeu maintenant. Mais du coup, ben voilà, vous avez le fameux Iron Man qui certes coûte cher au début, mais qui par la suite coûte 1 de moins pour mettre les améliorations sur lui et qui donc peut monter assez haut. Pourquoi pas? C'est ici que je suis. On a également Yondu, hein, qui ne prend pas de dégâts quand il attaque, donc booster son attaque à mort. Et vous êtes sûr d'avoir une attaque très efficace non-stop. Et vous vous concentrez de ramasser les dégâts et de les transformer en points de dégâts à chaque fois. Les attaques et les transformer en un point de dégâts. Enfin bon, vous avez compris le principe. Là, je vais pas tout répéter à chaque fois. Parce que ça c'est déjà du fait refait, mais enfin c'est un personnage qui va pouvoir le faire très bien, tout ce que je voulais dire. Comment se donner du temps pour build avec ce personnage-ci? Non, pas du tout, pardon, c'est parce qu'on a du temps pour build, on peut se permettre de faire cet archétype-ci qui n'est pas utilisé très souvent. Force brutale, bah, vous n'attaquez pas, vous défendez et vous contrez. Vous allez faire des petits dégâts naturels grâce à vos cartes d'événements au bon moment et grâce à vos ripostes. Eh bien, grâce à cette carte-ci, vous boostez votre attaque. Vous allez me dire, ça sert pas à grand-chose, sauf si exceptionnellement vous avez besoin d'un perçant, certes. Mais par contre, c'est la carte maîtresse qui fait bien fonctionner l'archétype. Utiliser ma force pour faire autre chose que taper. Qui est donc tout simplement taper très très fort avec le Quick Strike. Pour rappel, je tape en fonction de mon attaque pour 2. Donc si vous avez les bonus, tous les différents bonus d'attaque existants actuellement, vous pouvez monter ça à 6 ou même 7 je pense. Et du coup, pour 2, faire 6 ou 7, bah, début de game, vous vous installez, vous vous protégez comme il faut, et puis en late game, en fait, vous avez ces cartes-là qui viennent régulièrement pour pas cher, et qui font énormément de dégâts. Dans le même ordre d'idée, en late game, bien, vous pourrez utiliser ceci pour vous défendre, et du coup ne pas perdre vos jetons tenaces, qui vous permettent de faire d'autres choses, hein. Pourquoi pas? Je dis pas qu'il faut le faire, je dis juste que c'est de nouveau un personnage qui s'y prête relativement bien, puisque vous avez le temps de construire avec lui normalement. Ensuite, qu'est-ce qui va vous embêter le plus avec ce personnage, avec Luke Cage? Eh bien, les sbires. J'ai ressorti quelques-unes des cartes qui permettent de gérer ça au mieux, donc
Le stun gun qui bah, déjà est pas mauvais même contre le vilain, sauf que ça nécessite deux charges et qu'il n'y en a que deux pour sonner le vilain, donc en gros pour deux vous sonnez le vilain une fois, ça reste utilisable. Si vous n'avez pas des sbires sur table, autant la jouer quand même, parce que finalement ça vous protège malgré tout, et vous permet d'économiser vos jetons de tenace. Mais c'est surtout bon contre les sbires. Évidemment en protection, vous avez cette carte-ci aussi, Pinned Down, dont j'ai oublié le nom également, qui a le trait tactique qui coûte 0 et qui donne moins 2 d'attaque au sbire. Comment faire en sorte que le sbire vous attaque sans vous prendre votre tenace? Eh bien voilà. Si vous jouez en commandement, leadership, bah vous avez des cartes qui datent du corset également, qui permettent de très bien gérer les sbires, comme Hawkeye qui n'est pas trop cher. Si vous jouez en agression, vous avez le Aggressive Stance, donc posture agressive, qui vous permet d'aller rechercher une carte d'attaque adéquate au moment où vous êtes engagé avec un sbire, donc vous la jouez, et puis vous la laissez de côté, et quand un sbire vient vous embêter et vouloir casser votre mécanique, vous allez chercher une des cartes qu'il faut pour vous en débarrasser, et a priori celle que vous irez chercher, ce sera celle-ci, parce que normalement vous aurez assez de compteurs tenaces pour dire qu'elle vous coûtera pas cher, et vous vous débarrasserez vraisemblablement du sbire, ou des sbires que vous avez popé à ce tour-ci en leur faisant 5 de dégâts à chacun, tout en faisant quand même du dégât au vilain, pour un coût qui sera peut-être pas très cher, voire qui sera 0. Donc à partir de là, évidemment, cette carte-ci prend tout son sens. Également, si vous êtes en phase de finish et que vous vous dites je n'ai plus besoin que de la carte Knuckle Sandwich, et que juste à ce moment-là, un sbire qui n'a pas garde pop contre vous, bah, vous êtes limite content parce qu'il vous permet d'aller chercher votre carte qui va permettre de faire votre finish. Why not? Ensuite, bah, on ne le présente plus, un Thor pour se débarrasser des sbires. Quand il y en a une flopée, c'est évidemment un des meilleurs personnages pour faire ça. Et malgré tout, il arrive avec un tenace, donc il va pouvoir prendre au moins une défense pour vous, ce qui de nouveau vous permet d'économiser vos jetons tenaces pour vos effets de vos cartes personnelles. Donc lui, tout indiqué évidemment dans un deck Luke Cage agression. Et enfin Tigra, bah, de nouveau du corset. Pourquoi je l'ai mise là? Bah, tout simplement parce que quand je l'ai vue, je me suis dit, ah ouais, elle, en gestion de sbire, bah, il y a quand même pas mieux, hein. Chaque fois qu'il y en a un qui pop, elle le tue. Comme elle récupère son point de dégâts consécutif qu'elle vient de perdre, eh bien, elle n'est pas morte. Et elle peut continuer ad vitam aeternam à gérer les sbires. Pour peu que vous lui mettiez un petit peu plus d'attaque, que vous la boostiez, vous la montez à 3-4, bah, vous êtes normalement sûr qu'à chaque fois qu'un sbire arrive, vous le tuez. C'est tout bête, mais ce sont des cartes très intéressantes qui, dans certains cas de figure comme ici, redeviennent très fortes. Alors évidemment, il y en a encore d'autres, hein. Il y a le Spider-Girl, qui, quand elle arrive, permet de sonner désorienté un sbire également. Bah, c'est le genre de carte, évidemment, hein. Vous avez Trog aussi, qui prend un tenace si vous avez un sbire. Bon, bah, toutes ces cartes-là, on les présente plus. Elles aiment bien les sbires, mais en général, vous aimez bien les mettre quand vous avez des choses qui vous permettent d'aller chercher des sbires pour déclencher leurs effets. Or, Tigra, vous la mettez, et vous ne l'utilisez plus, jusqu'à ce que des sbires arrivent pour vous en débarrasser. C'est vraiment son boulot. C'est pour ça que je l'ai mise à elle plutôt que les autres. Alors ensuite, on a un personnage qui a le trait civil sur sa face alter ego. Donc, la carte qui nous est arrivée avec Jessica Jones, Choice of Life, bah, ça prend son sens de la jouer, puisque, pour rappel, elle a le trait Alliance. Donc déjà, si vous jouez à plusieurs, vous allez pouvoir, quand vous êtes en alter ego, untap les personnages de vos potes, y compris vos alliés. Donc admettons que vous soyez en alter ego, vous avez repris des compteurs tenaces sur votre personnage. Jessica Jones, votre allié signature, est donc boostée en termes de contre. Eh bien, vous allez contrer une fois avec elle, utiliser cette carte pour 0. Vous allez recontrer avec elle comme si en fait c'était Luke Cage quelque part qui avait contré, tout en restant en alter ego, en sachant que vous avez un tour de plus pour utiliser votre Bernstein Process et vous prendre encore plus de compteurs tenaces sans risquer quoi que ce soit à la menace.
Donc ça prend son sens de le jouer avec des personnages comme Luke Cage, qui ont justement le trait civil. Et en multi, ça vous permet d'aider les amis, ou ça permet aux amis de vous aider à vous en redressant votre Luke Cage, donc why not? C'est vraiment une bonne carte avec Luke Cage. Bon, ça un petit peu moins bon, mais si vous êtes en multi, Everyday Hero a le bon goût de pouvoir être utilisé pour payer pour les alliés. Donc pourquoi pas, mais bon, ça vous enlève des cartes à vous pour les utiliser pour vos alliés. Mais à raison de une seule carte, je dirais que si vous aviez plutôt un effet qui vous dit vous pouvez défausser autant de cartes que vous voulez de votre main pour payer pour la carte d'un allié, enfin d'un joueur allié, ce serait beaucoup plus intéressant évidemment. Parce que quitte à perdre, à gaspiller votre tour en perdant une carte de ressources, à ne pas savoir jouer comme il faut derrière pour juste donner un plus 1 de ressources à l'allié, bah, autant perdre complètement son tour et lui donner toutes nos cartes. Ce qui lui permet à lui de faire un tour de fou malade en payant tout pour lui. J'aurais trouvé ça plus fort, plus sympa, mais bon voilà. Faut pas refaire le passé, c'est comme ça. Donc ça c'était pour le trait civil. Alors, quels sont les moyens d'avoir des tenaces qu'on a actuellement et qui pourraient fonctionner assez bien avec lui? En préparation, on a Ready for a Fight, amélioration coûte 1 qui est une préparation, bon, qui requiert évidemment donc d'être payé avec au moins une ressource physique, et maximum 1 par joueur. Interruption, quand un ennemi devrait manigancer, défausser cette carte, donc Ready for a Fight, changer vers votre forme de héros, et cet ennemi vous attaque à la place. Alors, avec un personnage qui a le Bernstein Process, qui vient en alter ego, se reprend à tenace, et qui aurait ça en jeu, vous savez qu'à la phase suivante, vous débutez avec une carte de plus, vous faites le trigger de cette carte-ci quand il va manigancer. Au lieu de manigancer, il va vous attaquer, bah vous avez un tenace. Donc ce que ça dit, c'est plutôt que de prendre plein de manigances, revenez en héros et perdez un point de vie. Si vous voyez que vous allez perdre la menace à cause de votre passage en alter ego, eh bien déclenchez cet effet à la place et vous êtes sauvé. Ça c'est plus comment utiliser, c'était plus comment utiliser les menaces celui-là que vraiment comment. Bon, du coup, c'était plus dans utilisation. Voilà. Hop. Donc, comment faire pour avoir plus de tenace? On a comme Get Me Bop. Viens me voir mon pote. Événement qui coûte 0, qui te demande de défausser des cartes, qui est une action de héros, qui te demande de défausser des cartes de ton deck de rencontre, du deck de rencontre, jusqu'à ce qu'on défausse un sbire, ce qu'on aime pourtant pas trop, donc vous allez dire c'est quand même un peu paradoxal de faire ça, d'accord. Mais on met ce sbire engagé avec nous en jeu, on soigne 3 points de vie de notre identité et on nous donne un statut tenace. Si on a de quoi gérer le sbire immédiatement, ben au moins on a gagné un tenace. On va se soigner de 3 points de vie eux aussi. Établir un périmètre, manigance de joueurs annexe qui coûte 1, qui de nouveau ne demande que 2 de manigance, 2 menaces à être enlevées pour que la manigance soit vaincue, et donner à chaque identité une carte de statut tenace. Bon bah, comme vous vous en doutez, Luke Cage va adorer ça, et les autres joueurs à table vont adorer ça aussi. Si vous jouez seul, vous payez 1, vous la mettez en jeu, vous avez de quoi la contrer d'entrée de jeu avec les 2 de Luke Cage, donc vous avez un statut tenace supplémentaire. À supposer que vous ayez le Bernstein Process qui a été joué au tour 1, vous arrivez déjà avec 2 tenaces, avec ceci vous en avez déjà un troisième, vous êtes quand même relativement bien parti. Dans le même ordre d'idée, on a Hard Knocks, mais qui coûte 3, donc c'est plus cher, qui est un événement d'attaque. Action de héros attaque, infligez 4 dégâts à un ennemi. Si cet ennemi est vaincu par cette attaque, donnez à votre héros une carte de statut tenace. Eh bien, ça a le bon goût, de nouveau, de vous débarrasser des sbires, puisque 4 de dégâts en général, ça vous débarrasse d'un sbire, tout en vous donnant une carte de statut tenace supplémentaire. Donc si vous jouez en protection, ce n'est pas du tout mauvais, pas du tout inintéressant. Euh, Et vous, de nouveau, vous stackez du tenace en plus. Celle-ci, quand vous persévérance, qui ne coûte que 1, quand vous changez de forme, donnez à votre héros une carte de statut tenace une fois de plus.
Bon bah ça c'est si vous avez envie d'essayer de jouer un petit peu plus flip-flap, mettez-en 3 et voyez ce que ça donne. Le noble sacrifice, événement qui coûte 1 en leadership, en commandement, qui a le trait tactique, action de héros, défausser un allié que vous contrôlez. Donc là, il faut avoir des alliés sur table, évidemment, que voilà, vous voulez voir mourir. Défausser un allié que vous contrôlez. Soigner un nombre de dégâts de votre héros égal à votre au nombre de points de vie imprimés de votre allié. Je vais y arriver. Et donner à votre héros, évidemment, une carte de statut tenace. Donc ça soigne, ça donne tenace pour le coup d'un allié qui est défaussé. Donc avec des alliés bas coût qui, une fois bien rentabilisés, sont défaussés pour leur dernier point de vie, ben, en fait, c'est comme si vous aviez la défense parfaite de jeter l'allié dans le chemin, sauf que c'est un tenace qui va le faire. Ça vous donne donc plus d'opportunités aussi de repasser en alter ego et de garder ce tenace pour d'autres choses plus tard. Et en même temps, ça vous soigne vos points de vie. Voilà. Donc, que demande le peuple? Et évidemment, il est dessus. C'est une carte qui donne tenace, ça aurait été bête de ne pas la mettre. Elle est basique, donc jouable dans toutes les couleurs, dans tous les aspects avec le catch. C'est la vulnérabilité. Faites un événement qui coûte 3, qui a le trait super pouvoir. Action de héros, donnez à votre héros une carte de statut super pouvoir. Je pense que cette carte est relativement peu, voire pas du tout jouée. Eh bien, avec le cage, à la limite, sans être une carte bonkers, bah, voilà, c'est pas incartable, elle est jouable. Évidemment, si vous jouez en protection, favorisez celle-ci, qui a le même coût, mais qui a la bonne idée de faire 4 de dégâts à un ennemi, et que si l'ennemi est vaincu, vous avez la carte de statut tenace. Ici, bah, vous n'avez que l'effet de carte de statut tenace. Avec par contre le fait que c'est un super pouvoir, donc de nouveau avec Death Focus, vous payez 1 de moins, mais vu qu'il n'y a pas beaucoup de cartes dans le set, je n'ai pas fait attention, mais je ne pense même pas qu'il y en ait. On va les reprendre depuis le début, je pense qu'il n'y en a pas. Donc Jessica Jones, évidemment, elle est très défenseur, attaque, contre, attaque, armure, condition, titre. Donc il n'y a effectivement pas de carte super pouvoir dans ce set-ci. Et alors, la dernière chose, comment stacker plus facilement les tenaces? Eh bien, on a des cartes comme celle-ci si vous jouez en justice. Gear d'invisibilité, objet d'invisibilité, amélioration de coût 1 qui a le trait item et tech, que l'on peut jouer sous le contrôle de n'importe quel joueur, et qui a interruption quand un ennemi devrait vous attaquer, défausser, gear d'invisibilité à la place, cet ennemi manigance. Bon, bah, clairement, c'est la manière de gérer des sbires si vous jouez en justice. Et si vous jouez en justice et que par ailleurs vous avez de quoi retirer beaucoup de jetons, bah, ça vous permet d'éviter de perdre vos statuts tenaces, qui est le moteur des cartes natives de Luke-Cage pour avoir de meilleurs effets. Tout en, je sais plus ce que je disais. Voilà, enfin ça fait l'effet inverse de ce que j'avais expliqué tout à l'heure. Donc là, plutôt que de défendre pour les autres, ben, en fait c'est vous annulez les attaques et vous créez du contre à la place. Et du coup, il faut évidemment un plan pour ne pas perdre contre, mais ça va vous donner une sorte de tenace entre guillemets, puisque vous ne perdez pas de points de vie, puisque bah, vous ne vous faites plus attaquer. Et voilà, Iron Fist, que l'on avait déjà eu au préalable, si je ne dis pas de bêtises, avec Doctor Strange, dont j'avais parlé ici au préalable dans la vidéo, hein, donc j'avais dit qu'il ferait une petite réapparition, et bien le voilà. Donc allié qui coûte 4, Iron Fist, Danny Bray, je vais y arriver, Danny Rent, sa version donc en protection, qui a un 2 contre 2 d'attaque pour un dégât consécutif, 3 points de vie, qui a le trait Defender, donc ça c'est chouette. Il va quand même pouvoir fonctionner avec ce qu'on a eu précédemment, enfin avec ce qu'on vient d'avoir comme nouvelle carte plutôt. Il est en jeu avec 2 compteurs mystiques sur lui, et qu'est-ce qu'il a comme pouvoir, comme réponse? Eh bien quand Iron Fist attaque un ennemi, retirez un compteur Iron Fist, euh, un compteur mystique pardon, de lui, sonnez cet ennemi et infligez-lui un dégât. Ce qui a plein d'avantages parce que ça va vous permettre d'éviter de vous prendre des dégâts et de perdre donc fatalement vos compteurs tenaces que vous voulez garder le plus longtemps possible. En tout cas, en stacké, je dirais au moins 5.
Ça permet également d'enlever un tenace à l'adversaire, puisque vous faites d'abord une picouse, un dégât. Donc s'il a un tenace, au moins vous ne perdez pas tout, puisque vous allez d'abord faire le 1 de dégâts. Et ensuite vous allez faire ces 2 de dégâts de son attaque, hein, c'est très très fort. Et évidemment ça combote très bien avec le nouveau Luke Cage. Et puis c'est super sympa, thématique, si vous jouez en protection, vous avez quand même envie. J'espère que lui, ils vont le faire dans chaque aspect, parce que pour moi, c'est le personnage que vous avez envie d'avoir systématiquement avec Luke Cage. Jessica Jones, finalement, dans les comics, ok, c'est sa femme, ils passent du temps ensemble, mais elle passe plus de temps sur le terrain à faire ses investigations, pendant que Cage à Iron Fist passe plus de temps à nettoyer les rues en tant que Defender ou à avoir des contrats en tant que Hero for Hire, héros alloué. Donc voilà. Carte suivante. Bah, j'ai pas pu m'empêcher évidemment. Quand je les ai un petit peu toutes scannées de nouveau, carte du corset, c'est la première qui apparaît. Euh, Bah voilà, sonner à un ennemi, c'est aussi une façon de sauvegarder vos jetons de tenace. Donc en début de partie, c'est intéressant, et en fin de partie, ça reste tout aussi intéressant et fort, si ce n'est juste pour gérer de nouveau un sbire aussi un peu plus costaud qui arriverait en mid-game. Donc voilà, Mockingbird, Bobby Morse pour un coup de 3, allié hyper connu puisque là depuis le corset, un 2 contre 1 d'attaque pour 3 points de vie, Shield Spy, et qui a comme réponse, entrée en jeu, sonner un ennemi. Bah ça fonctionne très bien. J'ai envie de dire, vous avez la carte qui coûte 3 qui donne un jeton tenace, qu'on ne joue jamais parce que vous pourriez jouer Mockingbird à la place qui pour 3 rentre dans tous les decks également puisque c'est une carte basique. Qui va sonner un ennemi, c'est un peu l'équivalent, hein, quelque part, d'un tenace. Sauf que le tenace est vaincu par les persans, et que pour l'instant il y a moins de persans que de solides ou de robustes, qui eux annulent ou minimisent très fort les effets évidemment des sonnets qu'on pourrait mettre. Donc petit à petit, avec l'installation des mots-clés dans le jeu, je pense que le sonnet est devenu un peu moins fort que le tenace. Mais bon, c'est pas une généralité non plus, et dans ce cas de figure-ci, ben, au moins vous avez un allié qui peut de toute façon défendre pour vous aussi. Donc potentiellement, vous avez deux activations, soit pour contrer, soit pour attaquer à 1, plus une défense parfaite, plus un sonnet qui empêche une attaque pour 3, alors que l'autre carte d'événement, ben, pour 3, vous avez juste un tenace qui se met sur un de vos personnages. Bon. Voilà. Donc pourquoi ne pas la jouer, ça me paraît très bon, et également avec Luke Cage pour la mise en place pour avoir ces fameux compteurs tenaces qui se stackent jusqu'à 5-6, 5 étant une bonne idée, puisque à partir de là, vous en avez 5, eh bien, que dire, hop, vous en avez 5 ici, vous allez pouvoir contrer à 5 pour 2, ici la carte va vous coûter 0, qu'est-ce que je voulais dire de plus que ça? Vous allez faire 5 de dégâts à tous les sbires engagés avec vous, plus au vilain pour 0. Ici pour 2, vous vous remettez un tenace et vous compterez pour 5. Le knuckle sandwich, si vous l'avez en main, eh bien vous allez pouvoir en gros le reprendre 5 fois dans votre main et le jouer. Donc 5 x 3, 15 de dégâts de base, ce qui est déjà très fort. Si vous avez des moyens de l'augmenter, comme on a vu dans la vidéo, vous passez à des 20 ou des 24. Et enfin Jessica Jones, si vous en avez 5, elle gagne plus 1 de contre par jetons sur vous. Donc ici, comme c'est maximum de plus 4, bah déjà avec 4 jetons, elle passe à 5 de contre. Admettons que vous n'en ayez que 4, bah lui il coûte plus que 1 pour faire les 5 de dégâts. Enfin, vous avez compris, c'est évidemment très très intéressant et utile d'avoir ce minimum de 4-5 jetons sur Luke Cage pour pouvoir faire au moins un bloc et puis avoir tous les effets de cartes augmentés au maximum. Donc vous ne voulez pas normalement les utiliser et descendre en deçà de 4. Et bien voilà qui clôture. Je vais remettre juste l'image parce que je l'aime bien. Hop. Attends. Voilà qui clôture donc cette preview et cette micro-analyse sur le héros Luke Cage qui, je ne vous le cache pas, me hype un petit peu moins que les précédents. Pourquoi? Parce que justement j'ai l'impression d'avoir une mécanique moins originale. Jouer sur les compteurs tenaces, ça a déjà été fait au préalable. Jouer sur des compteurs qu'on doit stacker sur lui pour le rendre plus fort et qu'on perd quand on prend des points de dégâts sans rien pouvoir y faire, ça a déjà été fait également avec Groot.
Maintenant, ça reste un des Defenders que je préfère. J'aime beaucoup la mécanique. Enfin, c'est pas que je l'aime beaucoup, parce qu'elle est pas, je veux dire, pas innovante, donc elle me hype pas, mais j'ai l'impression qu'elle va être très efficace par contre. Et à partir de là, bah, quand quelque chose est efficace et qu'on s'en sort bien avec, on finit quand même toujours par bien aimer. On aime ce qu'on sait bien faire. Et si vous êtes à une table de joueurs Defender, ce serait juste invraisemblable, improbable de ne pas avoir un Luke Cage, qui pour moi est un petit peu celui qui les a réunis autour de son merveilleux sens de la justice. Oh, qu'est-ce que c'est beau ce que tu racontes. Bon, si vous êtes arrivé jusqu'ici, d'ailleurs, vous pourrez mettre sens de la justice. Et je clôture d'ailleurs cette vidéo sur ces mots, en vous souhaitant bah, une bonne lecture, plein de futures belles parties, et plein de bisous les potos, voilà, tout simplement. A plus!